fin de la... Vous expliquer un peu de quoi il s'agit réellement, et puis nous aborderons la prise en charge et les moyens dont on dispose en 2015 pour en faire le diagnostic et pour proposer des méthodes de traitement, des approches thérapeutiques efficientes et qui pour la plupart aujourd'hui sont innovantes. Alors, l'exposé sera articulé en 4 parties. Tout d'abord, on définira ensemble la dyslexie, on parlera de son épidémiologie. Je vous expliquerai ensuite la comorbidité entre les troubles du traitement auditif et la dyslexie. Troisièmement, on abordera le diagnostic. Et enfin, je vous parlerai des effets des méthodes d'entraînement sur les troubles centraux de l'audition. Alors, on sait que la dyslexie dans notre pays touche 8 à 10% de la population générale, ça équivaut à environ 1 ou 2 enfants par classe d'âge. Et la dyslexie est le plus fréquent des troubles des apprentissages. Elle se définit par des difficultés pour reconnaître aisément et précisément les mots écrits, s'accompagne volontiers de difficultés en orthographe, et cela ne s'explique ni par le quotient intellectuel, ni par la présence de déficits sensoriels concomitants, qu'ils soient visuels ou bien auditifs. En effet, pour bien lire, il faut rapidement et très précisément réaliser la correspondance entre les caractéristiques physiques du langage, les sons de parole, l'unité de langage ce sont les phonèmes, avec leur représentation écrite que sont les graphèmes. Donc on parle de correspondance grapho-phonémique. Aujourd'hui, il y a un consensus, si vous faites la littérature, et ce consensus dit que dans 90%, l'enfant dyslexique présente des troubles pour reconnaître, pour décoder les caractéristiques physiques des sons de parole. Et on parle de troubles phonologiques. Cela se caractérise par des difficultés pour stocker, extraire, manipuler les sons du langage. Ces troubles vont persister jusqu'à l'âge adulte et ils résistent aux techniques de rééducation classiques. C'est pour ça qu'il faudra adopter des méthodes et des approches bien particulières. Alors, quelle est la part des troubles du traitement auditif dans la dyslexie? Quand je parle de troubles auditifs, il ne s'agit pas de surdité stricto sensu, c'est-à-dire que l'appareil auditif périphérique, l'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne fonctionnent normalement. Il s'agit d'un trouble développemental, d'un trouble structurel qui touche la capacité, les capacités que nous avons normalement à traiter les sons du langage dans notre système nerveux. C'est en quelque sorte ce que nous faisons avec ce que nous entendons. Alors voilà un schéma des voies auditives. Vous avez en bas à droite l'oreille interne, représentée à ce niveau, en bas à gauche, pardon. Cette oreille interne est constituée, il est situé dans l'os qu'on appelle la mastoïde, il est constitué de cellules sensorielles, les cellules ciliées. Certaines sont des cellules réceptrices et d'autres sont des cellules amplificatrices. Le message auditif quitte l'oreille interne, chemine via le nerf auditif et ensuite va emprunter différents relais dans le système nerveux central, que ce soit au niveau de la protubérance, du mésencéphale, du diencéphale et jusqu'au cortex auditif. On va détailler ça tout de suite. Donc le nerf auditif va gagner les noyaux cochléaires au niveau de la protubérance basse et il faut bien noter que 90% du message auditif à chaque niveau va croiser la ligne médiane. Et par exemple, si jamais je reçois un message dans l'oreille droite, 90% des informations vont croiser et aller vers le côté gauche. Et ainsi de suite à chaque étage. Si bien qu'il est impossible statistiquement
d'avoir une surdité centrale bilatérale, puisqu'il y a un croisement à chaque niveau. Il faudrait pour cela qu'il y ait une lésion anatomique, une lésion traumatique qui intéresse exactement au même niveau les structures auditives, et statistiquement, ce n'est pas possible. Après le néocochléaire, le message va gagner un volet très important. De l'autre côté, l'olive supérieure, le lamnisque latéral, le colliculus inférieur, et j'attire votre attention sur le fait que cette région est très importante d'un point de vue fonctionnel, parce que nous avons 4 colliculi, 2 inférieurs qui appartiennent à la voie auditive, et 2 supérieurs qui sont des relais obligatoires pour la voie visuelle. Et donc vous voyez que très tôt, dans le système nerveux central, avant même d'accéder au cerveau, les informations auditives et les informations visuelles vont pouvoir être fusionnées pour décoder ma voix, pour décoder ma parole, parce que lorsque vous m'écoutez, vous regardez également le mouvement de mes lèvres et la pragmatique de mon visage. Alors, ces voix représentées en rouge représentent des voix ascendantes, et elles sont couplées à des voix en miroir qui, elles, sont appelées des voix descendantes ou voix efférentes. Et on sait, depuis les travaux réalisés dans notre équipe, que c'est bien dans le cortex auditif, dans le cerveau, que se situent des relais très importants qui sont à même de contrôler le fonctionnement de l'oreille interne et des cellules de l'oreille interne. Donc vous avez une volée afférente et en miroir, une volée descendante efférente de contrôle. Au niveau cortical, le traitement de l'information auditive est très sectorisé. En effet, nous avons dans l'espèce humaine, si on soulève le sillon médian, un cortex auditif primaire qui réceptionne les informations acoustiques sans les décoder. Ce cortex primaire est complété par un cortex auditif secondaire à droite qui gère la perception et la reconnaissance des sons de musique, et à gauche qui permet la reconnaissance, l'identification des sons de parole et en particulier l'enveloppe temporelle du langage. Un trouble du traitement auditif central se caractérise par des perturbations dans le traitement des aspects temporels, fréquentiels et stéréophoniques de l'audition. Il s'agit d'un concept relativement récent qui a été validé par l'Académie américaine d'audiologie, l'Académie britannique d'audiologie et la Société américaine de troubles du langage et de l'audition. Qu'est-ce qu'un trouble central de l'audition en pratique et comment, quand faut-il le suspecter? Je le répète, il s'agit d'enfants qui ont un appareil auditif périphérique fonctionnel, qui vont aller voir, adressé par leur pédiatre, un ORL qui va leur faire un test auditif basique, et ce test se révélera normal. Pour autant, ces enfants présentent des troubles bien caractérisés, de difficultés de compréhension de la parole, dans des circonstances d'écoute dites compétitives. Typiquement, lorsqu'il y a un bruit de fond et lorsqu'il y a toute une paroi de surface réfléchissante constituée de baies vitrées. Vous avez reconnu là la définition et la description de la salle de classe. On voit donc que tout enfant dyslexique placé dans des conditions typiques et stéréotypées scolaires va se retrouver donc en situation d'échec, parce que l'on va aggraver ces difficultés d'apprentissage. Ce sont des enfants qui ont des réponses inappropriées lorsqu'on les interroge, qui font fréquemment répéter, et qui ont des délais de réponse plus longs dans une conversation. Alors, on va pouvoir le suspecter, en fait, la liste n'est pas exhaustive, mais ils vont avoir beaucoup de difficultés pour retenir des comptines, des chansons, pour mémoriser le message qui, dans 50% des cas, dans l'apprentissage, repose sur l'oral, des difficultés pour épeler, et à terme, placés en situation d'échec, vont présenter des troubles du comportement.
D'un point de vue épidémiologique, c'est extrêmement fréquent. Il existe une réelle comorbidité entre trouble central de l'audition et trouble du langage. Parmi les enfants qui présentent un trouble du traitement auditif central, 25% sont dyslexiques et la moitié ont un trouble du langage oral ou écrit. C'est ce que nous avons publié dans notre équipe dans Current Pediatric Review en 2011. On sait aujourd'hui que parmi les enfants dyslexiques, près de 40% ont un trouble du traitement auditif central. Il est donc capital de les dépister, de les diagnostiquer et de proposer des remédiations adaptées. Comment fait-on le diagnostic de ces troubles centraux de l'audition? Alors, ce que l'on fait dans notre équipe à l'hôpital pédiatrique de Lyon repose sur une batterie de tests qui a été décrite par un de mes collègues en Belgique, le professeur Laurent Demanet, et qui comprend en particulier trois tâches. Il y en a une qui est plus spécifiquement lyonnaise. La première est un test d'écoute dichotique. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Le deuxième est un test d'audition dans le bruit. Nous couplons cela à Lyon avec un test de discrimination phonémique et on réalise également un testing des voies auditives descendantes, celle que je vous ai présentée en début d'intervention et qui contrôle le fonctionnement de l'oreille interne. Alors comment marche le test dichotique? Je vous l'ai dit tout à l'heure, 90% des structures neuronales croisent à ligne médiane à chaque niveau. Si on veut tester maintenant simultanément les deux oreilles, il suffit d'envoyer un message à droite, un message à gauche, et le fait de stimuler spontanément les deux oreilles va inhiber la voix ipsilatérale, les 10%, et favoriser uniquement la transmission de l'information par la voix croisée, la voix contralatérale. Et ce qui est très important de savoir, c'est qu'il a été identifié par des collègues de Marseille que chez les sujets francophones, c'était le cortex auditif gauche qui préférentiellement traitait, décodait et permettait de discriminer des sons de parole proches mais différents. Qu'est-ce qui différencie la syllabe pas de la syllabe pas? C'est physiquement la même chose, à part que dans le cas de la consonne be, il y a une vibration des cordes vocales avant la libération du be par les lèvres, ce qu'on appelle une consonne voisée. Alors que dans le cas du peu, vous pouvez le tester en mettant votre main au niveau des cordes vocales, il n'y a pas de vibration, autrement c'est strictement la même chose. Or, les enfants dyslexiques, vous le savez, présentent des troubles de la conscience phonologique qui ne concernent pas uniquement consonnes voisées et consonnes dévoisées, mais c'est un bon test pour le mettre en évidence. Car nous intéressons avant le bilan de production, le bilan de langage, à la perception, à la compréhension et au traitement de ces sons de parole. Donc je reviens au test. On délivre en même temps 2 syllabes dans les 2 oreilles, ou on peut également délivrer, si jamais le niveau de développement langagier ne permet pas, des chiffres en unité, ou bien en paire, ou en triplé, spontanément, des 2 côtés. Lorsque on délivre en même temps 9, on va le faire tout à l'heure, dans l'oreille droite et 7 dans l'oreille gauche, dans le cas du 9, comme la voix ipsilatérale est inhibée par la stimulation simultanée, le message va croiser la ligne médiane, aller vers l'aire auditive primaire gauche, l'aire associative, où il sera décodé, et l'enfant va répéter facilement 9, si ses voies auditives sont fonctionnelles. Dans le cas de la stimulation de l'oreille opposée, de l'oreille gauche, en prononçant 7, eh bien c'est le lobe temporal droit qui va être stimulé, le lobe associatif droit, et si et seulement si le corps calleux qui réalise le transfert interhémisphérique est fonctionnel, l'enfant pourra répéter le chiffre 7. Chez le sujet non dyslexique, il va pouvoir répéter des 2 côtés,
et on dit qu'il a des aptitudes dichotiques satisfaisantes. Sachant que, chez le sujet droitier, non dyslexique, il existe une prévalence de l'oreille droite, c'est-à-dire qu'en général, on va en circonstances de stimulation simultanée, volontiers, plus facilement répéter les messages entendus dans l'oreille droite, puisqu'ils vont être traités dans le cortex auditif gauche. Avez-vous des questions ou est-ce que c'est clair de ce test? Allez-y, hein. On est là pour interagir et c'est loin d'être une conférence didactique ou purement scientifique. J'aimerais bien que vous compreniez de quoi il s'agit. N'hésitez pas. Ça va pour tout le monde? Là, c'est un schéma qui vous représente les aptitudes dichotiques comparées dans une population d'enfants normolecteurs en vert par rapport à une population d'enfants dyslexiques. Tous ces enfants ont été testés dans notre unité et vous voyez que, et c'est tout à fait significatif statistiquement, les normolecteurs ont des aptitudes dichotiques bien supérieures aux enfants dyslexiques. On voit également que les normolecteurs ont une prévalence d'oreille droite qui est plus marquée que les enfants dyslexiques. Alors ce que l'on fait comme deuxième test, c'est pour reproduire les difficultés d'écoute de l'enfant dyslexique en situation compétitive, on va présenter les mots, des mots ou des phonèmes. On va les écouter. Nard, meurt, Nîmes. Vous voyez qu'il s'agit Gare, de pseudomots Gilles, qui n'ont pas de signification. On ne teste donc pas Fès, la suppléance mentale. Et on les présente dans le silence et en présence de bruit pour mimer donc les conditions de la salle de classe. On va pouvoir ainsi mesurer précisément pour les enfants dyslexiques le pourcentage de phonèmes correctement répétés lorsque le rapport signal sur bruit petit à petit se détériore, c'est-à-dire que le niveau d'émission du bruit devient de plus en plus important. On voit quoi sur cette diapositive? Que chez les enfants normolecteurs, il y a 100% de phonèmes correctement répétés dans le silence, et que petit à petit, en présence de bruit, le pourcentage de phonèmes répétés va diminuer. Vous voyez en rouge la courbe de réponse des enfants dyslexiques, et il est clair et statistiquement significatif que leur pourcentage de reconnaissance de phonèmes se détériore beaucoup plus rapidement que chez les normolecteurs lorsque le niveau de bruit augmente par rapport au niveau d'émission des sons de parole. Là aussi c'est bon, c'est clair? Vous voyez par exemple que pour un rapport signal sur bruit de moins 25, le pourcentage de phonèmes correctement répétés approche les 50%, 60% pardon, chez les normolecteurs, alors qu'il n'est que de 30% chez les enfants dyslexiques. Troisième test, il s'agit du test d'identification phonémique. Nous délivrons aux enfants, dans les deux oreilles, des sons de parole, et en particulier cette paire minimale que j'ai décrite en début de l'intervention, constituée de la syllabe pas et de la syllabe pas. En fait, on va délivrer une quinzaine de syllabes et on va synthétiquement modifier les structures physiques de la syllabe pas initiale en diminuant petit à petit la période de vibration des cordes vocales jusqu'à obtenir une syllabe pas. Et là, vous avez la représentation fréquentielle de ces deux sons de parole. Je vais vous les faire écouter. Voici un bas. Ba. Encore une fois. Ba. Versus l'autre syllabe. Ba. Ba. Il s'agit là de deux stimulations langagières faciles, qui ne sont pas du tout ambiguës, et que l'enfant va pouvoir identifier comme syllabe pas voisée ou pas non voisée.
Les choses se compliquent lorsque on va aller diminuer cette période de vibration des cordes vocales, ba, toujours perçue comme un bas, et là, entre les deux. ba, C'est moins net, parce qu'on a manipulé ba, la structure temporelle des sons de parole pour faire la transition entre le bas et le pas. Je vous le refais. ba, 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 Qu'avez-vous entendu là? Entre les deux, jusqu'au pas non ambigu. ba, Eh bien, cette frontière entre la perception du bas et du pas est spécifique de la langue maternelle du sujet qui est testé, y compris chez les sujets francophones, natifs. Eh bien, nos amis belges et nos amis québécois vont avoir une perception, une frontière perceptive qui n'est pas tout à fait la même que celui du petit français né et élevé en Suisse. Les anglophones, eux, ont une frontière perceptive qui est également différente. Donc c'est important pour chaque langue de bien choisir le test et de bien choisir les stimuli langagiers utilisés et de les enregistrer chez les sujets natifs. Voilà représenté sur ce diagramme en vert les courbes, donc les frontières entre le bas et le pas chez les sujets normolecteurs. Donc vous avez là les réponses bas, là les réponses pas qui augmentent chez le sujet normolecteur lorsqu'on modifie la période de vibration de cordes vocales, et en rouge vous avez les réponses des sujets dyslexiques. Et vous voyez, et c'est encore très clair cette fois-ci, qu'il y a une différence de frontière perceptive entre deux syllabes de la langue française aussi basiques que le bas et le pas, et cette différence de frontière perceptive caractérise les difficultés d'identification phonémique et les troubles de conscience phonologique de nos enfants dyslexiques. La frontière perceptive, en effet, est statistiquement différente chez les normolecteurs que chez les enfants dyslexiques. Quatrième test utilisé dans notre équipe, à l'hôpital Femmes et Enfants, nous enregistrons les réponses de l'oreille interne. Je pense que vous connaissez certainement le terme d'auto-émission acoustique, parce que le test qui était utilisé pour dépister l'audition et les surdités chez le nouveau-né jusqu'à peu, il était remplacé par les potentiels vocauditifs automatisés dans la région Rhône-Alpes récemment. C'est nous qui avons porté ce centre de dépistage, mais en tout cas, il nous permet toujours de regarder comment est-ce que les cellules de l'oreille interne réagissent et comment est-ce que les cellules ciliées externes en particulier, dans l'oreille interne, amplifient la perception des sons. Le principe du test est simple. Là, on réalise donc l'auto-émission acoustique et en bas, on fait le même enregistrement, mais on prend le soin de délivrer dans l'oreille opposée de l'oreille où on enregistre les auto-émissions un bruit. Et ce que vous observez, c'est qu'en présence de bruit, et c'est le rôle des voix auditives descendantes, les auto-émissions acoustiques diminuent d'amplitude par rapport à la situation non bruitée. Et vous voyez qu'on est toujours dans le même registre d'études de fonctionnement de l'oreille interne, en situation de silence ou en situation de bruit. Voici représenté le fonctionnement des voix descendantes chez les normolecteurs en vert par rapport aux dyslexiques. De la même manière qu'en vision, le sujet droitier a un œil droit qui est souvent directeur, en audition, nos oreilles, si vous êtes droitier, normalement, montrent, si on étudie vos deux oreilles, une préférence de fonctionnement, une prévalence de l'oreille droite chez le normolecteur par rapport à l'oreille gauche. Et de manière tout à fait intéressante, ce n'est pas le cas chez le dyslexique. Est-ce que ce résultat est étonnant? Pas vraiment, puisqu'on sait que le fonctionnement de l'oreille interne est sous le contrôle du cerveau auditif. D'accord? Et que donc, il y a chez le normolecteur normalement une prédominance du cortex auditif gauche, ce qui n'est pas le cas chez l'enfant dyslexique.
Il y a normalement, si le développement neuronal est typique, une symétrie des deux cortex auditifs, et en particulier une région appelée le canum temporale, qu'on ne retrouve, enfin, qui est chez le dyslexique et chez vous, si vous êtes normolecteur, ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que votre cortex auditif gauche est plus important, plus développé que votre cortex auditif droit. Donc le normolecteur, son oreille droite est plus fonctionnelle, le dyslexique, c'est l'oreille gauche. Alors pour répondre à ces différents défis, on a mis en place depuis quelques années avec Évelyne Veuillet, Isabelle Soares, Rosa Fesselier, Sophie Géry, Agar Lévy et d'autres, des méthodes d'entraînement audiovisuel qui ont pu être appliquées dans le service et à l'intérieur de l'école pour dyslexique, la Fourmi. Il s'agissait, dans ces études, d'entraîner l'enfant dyslexique à mieux discriminer les sons de parole, et par exemple, avec un jeu vidéo tout simple, lorsqu'il perçoit, on délivre la syllabe bas, il doit, avec la souris, amener le ballon de basket dans le panier, voilà, de gauche, alors que si c'est une autre syllabe, pas dans le panier de droite. L'idée, c'est de renforcer l'association entre le phonème et le graphème, qui fait la difficulté de l'enfant dyslexique. L'objectif de la technique de rééducation, c'est permettre aux enfants de construire une bonne organisation phonétique des représentations des syllabes. Qu'a-t-on observé? À droite, c'est la population d'enfants non entraînés, entrée creux avant l'entraînement, entrée plein après l'entraînement. Évidemment, il n'y a pas de différence avant-après. Si vous voulez, après la session de mesure, ces enfants sont entraînés, mais seulement ils servent de sujet contrôle et on les teste au début de l'étude et en fin d'étude. La frontière perceptive ne bouge pas. Chez les enfants dyslexiques entraînés, on voit qu'ils ont cette frontière perceptive décalée vers la droite avant l'entraînement. Après l'entraînement, elle bascule, elle translate vers la gauche et se rapproche de la frontière perceptive des sujets normolecteurs. Ça, c'est le but de l'entraînement, c'était un résultat attendu et ça permet de valider la technique de rééducation. Eh bien, figurez-vous que cet entraînement à l'association grapho-phonémique s'est révélé modifier significativement le fonctionnement des oreilles internes et de leur contrôle par le cerveau. Là, vous avez les enfants dyslexiques non entraînés au début de l'étude et après l'étude. Là, les enfants normolecteurs, leur oreille est plus fonctionnelle à droite qu'à gauche. Les enfants dyslexiques sont non entraînés, ont une oreille plus fonctionnelle à gauche. Ils la gardent à la fin de l'étude, ils n'ont pas été entraînés. Par contre, et cela a fait l'objet d'une publication dans la revue Brain en 2007, les enfants dyslexiques entraînés, qui avaient une oreille plus fonctionnelle à gauche qu'à droite avant l'entraînement, après l'entraînement, au bout de 2 mois d'entraînement intensif, ils relatéralisent leur système nerveux auditif et l'oreille la plus fonctionnelle devient chez ces sujets dyslexiques droitiers l'oreille droite. Donc, cela vous montre bien les 3 relations entre fonctionnement des cognitives et association graphophonémique. Les 2 sont étroitement liés. On ne peut pas tester le langage écrit ou oral d'un enfant, surtout si les dyslexiques, sans tester sa discrimination phonologique et le fonctionnement de son oreille interne. Oui. Vous parlez beaucoup des droitiers, mais ma fille est gauchère. Qu'est-ce qui se passe pour les gauchers? Alors, chez les gauchers dyslexiques, voilà. On a moins de données, effectivement, chez les enfants dyslexiques gauchers, mais on retrouve, je pense que vous veuillez que le confirmer ici, également un défaut de latéralisation ou une non-latéralisation du système nerveux auditif. On ne retrouve pas chez eux une prévalence d'oreilles
comme chez le sujet dans mon lecteur. Par contre, peut-être que si elle était entraînée, on retrouverait quelque chose à l'issue de l'entraînement. Alors, vous voyez donc qu'il y a une association fréquente des troubles centraux d'audition et des troubles des apprentissages de la lecture. Hein. C'est près d'un enfant qui s'explique sur 2, également un enfant dysphasique d'ailleurs, hein, qui présente des troubles centraux d'audition. Le diagnostic, il repose sur un bilan audiologique tout à fait non invasif, hein, que l'on peut faire en routine clinique, ça prend à peu près 2 heures. Et on peut, par des techniques de rééducation spécifiques, améliorer à la fois le fonctionnement du système nerveux auditif et les compétences en lecture. Je vais vous faire 2 annonces. Alors la première, c'est qu'il y a actuellement en cours dans notre service à l'hôpital pédiatrique une étude clinique où nous incluons des enfants dyslexiques âgés de moins de 11 ans, âgés de 8 à 11 ans, également des enfants normolecteurs à partir de 6 ans. Nous leur faisons gratuitement un bilan audiologique avec un diagnostic. Au bout d'1 an, nous rappelons la famille pour prendre des nouvelles de l'enfant et nous retestons l'enfant 1 an après, soit 2 ans après l'inclusion dans l'étude. Donc vous pouvez nous contacter pour participer à cette adresse email astrocol@gmail.com ou appeler directement Madame Veuillet au 04 72 11 05 02. Nous nous ferons un plaisir donc de vous recontacter rapidement. Cela nous permet de mieux comprendre le développement concomitant, parallèle du langage et du fonctionnement du système nerveux auditif central. C'est une étude qui a été sélectionnée par le ministère de la Santé en 2012 comme projet hospitalier de recherche clinique. Je vous le redis, c'est absolument non invasif et cela permet également aux enfants qui rentrent dans l'étude de rentrer dans notre database et de bénéficier, s'il y a une innovation thérapeutique, des dernières avancées. Concernant les innovations thérapeutiques, je vais vous montrer maintenant un prototype de logiciel d'entraînement des processus auditifs centraux. C'est un prototype qui s'appelle eDisGame et qui repose sur une présentation, une forme particulière qu'on appelle les... Oui. Question. Oui. Comme les adolescents, nous on a le cas avec un enfant qui a 14 ans, ça a été détecté très tardivement, et donc eux ne peuvent pas bénéficier de ce genre de cas. Il y a une raison pourquoi moins de 11 ans. Alors, la raison scientifique pour l'inclusion d'enfants de moins de 12 ans, c'est que nous pensons que la maturation du système nerveux auditif et des voies descendantes se fait chez l'enfant normolecteur autour de cet âge-là, et que nous devons donc comparer à une population, donc les enfants qui sont inclus, à une population d'enfants normolecteurs. Mais si votre enfant est dyslexique à 13 ou 14 ans, il est évidemment bienvenu pour venir dans le service pour bénéficier de diagnostics et de traitements. C'est comme pour toute étude clinique, parce qu'on n'inclut pas les sujets que les autres ne seront pas examinés, pilotés, qu'on ne proposera pas de thérapeutiques. Vous êtes sur l'hôpital Lille ? D'accord. Donc le service est situé au rez-de-chaussée de l'hôpital Femmes et Enfants, dans le secteur des consultations, et la secrétaire pour les services d'audiologie, dont j'ai la responsabilité, Madame Sébastien Bocco, la responsable médicale, est présente sur le site tous les jeudis, matin et après-midi. Et toute la semaine, elle répond au téléphone si vous avez un papier et de quoi noter. C'est la même chose, sauf qu'à la fin, c'est un 03. D'accord ? D'autres questions ? Donc je reviens sur la méthode d'entraînement. Elle est présentée sous la forme d'un jeu sérieux. Jeu sérieux, c'est la traduction littérale de Serious Game en anglais. Alors les techniques de Serious Game, elles ont été développées historiquement par l'armée américaine dans les années 80-90. Il s'agissait de placer les militaires américains et les pilotes dans des situations en situation, pour pouvoir faire face à n'importe quel type de danger.
Et donc l'idée après, c'est que The Serious Game est parti de cette application militaire et des cabinets de recrutement, de coaching l'ont proposé aux salariés de leur entreprise pour améliorer leur efficacité. On place la personne dans un environnement ludique avec un scénario et on lui fait réaliser différentes tâches. Le Serious Game a depuis eu des applications en santé, en santé publique, et on le propose depuis un peu plus de 5 ans maintenant en France pour remédier et rééduquer des troubles neuropsychiatriques. Et nous avons voulu à Lyon profiter de l'environnement économique dont nous bénéficions. Il y a plusieurs sociétés qui, à Lyon, à Villeurbanne et dans le Grand Lyon, travaillent sur les logiciels de jeu, vous le savez. Et on a établi donc un partenariat avec une d'entre elles pour développer une méthode de rééducation. Maintenant, vous proposer, présenter le prototype. Voilà, donc vous vous souvenez du test dichotique. Il s'agit de présenter des mots ou des chiffres dans les deux oreilles et de demander ensuite au sujet testé de les répéter. Voilà. Donc là, c'est le niveau de difficulté le plus bas, niveau 1. Oui. Ah, je ne sais pas. Présenter. 6. Oreille droite en rouge, oreille gauche en bleu. L'enfant, on lui demande de repérer sur l'écran les deux chiffres qu'il a entendus à droite et à gauche. D'accord ? Voilà, là il a fait juste. 1 à droite, 5 à gauche. Donc ça s'éclaire en vert quand il a fait juste. Voilà, ça c'était le niveau 1. Donc on a pu réaliser ce prototype et ce logiciel d'entraînement avec le soutien de la région Rhône-Alpes. On a répondu à un appel d'offres en 2012. Technologie de l'information, de la communication, et dont nous avons été lauréats. Et ça nous a permis de recruter une postdoctorante, Madame Diana Klima, qui est assise ici au 2e rang, et qui a travaillé sous la supervision pour développer donc ce jeu. Là, c'est le niveau 2. Donc là, une paire de chiffres dans chaque oreille. 8, 6 à droite, 2, 3 à gauche. Ça devient un peu plus difficile. 7. 6. 3. Là, le sujet hésite un peu plus. Ouais. C'est bon. 7. L'enfant a un casque, hein, bien sûr. 5. Il a fait une erreur. La 3-2, la paire 3-2 à droite et 7-5 à gauche. Alors. Alors, 6.
8, 6, 5, Dans le cas précédent, on l'a bien répété d'un côté, dans une oreille, et pas dans l'autre. Donc il y a une prévalence d'oreille. 3, 6, Et donc le logiciel va calculer automatiquement les aptitudes dichotiques et voir s'il y a des différences entre l'oreille droite et l'oreille gauche. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur les troubles centraux de l'audition chez l'enfant 10, le diagnostic, la prévalence, la remédiation? Donc, vous voyez qu'on a été, bon, c'est des fois le temps thérapeutique est plus long que qu'on le voudrait. Hein. En tout cas, c'est le temps scientifique qui est des fois un peu plus long, mais on est assez satisfait et je pense qu'on sera en mesure, d'ici quelques mois, de présenter un logiciel d'entraînement qui permettra de couvrir les différents aspects des processus cognitifs centraux, donc l'écoute dichotique, l'entraînement dans le bruit, la prosodie, 6, 8, voilà. Je suis prêt à répondre à vos questions. Il y a également ma collègue Madame Sorès-Boucaud, l'équipe d'orthophonie, Sophie Géry, Agar Lévy, Rosa Fesselier, neuropsychologue. Gaël Plumard qui a, oui, je vais vous laisser la parole, qui a développé avec comme supervision le test, et Montpellier qui est ingénieur en audiologie. Voilà, je prends vos questions. La question piège. Quels sont les délais pour avoir un rendez-vous dans votre service? Parce que ça, c'est à chaque fois, c'est émission. Pas du tout. Alors, effectivement, il y a 4 composantes dans le centre de référence des troubles d'apprentissage lyonnais. Et nous faisons partie nous sommes une des 4 composantes. L'unité s'appelle 10 audiologie. D'accord. Et effectivement, avant que je n'élargisse l'offre de soins, on était, je crois, à Lyon sur un an d'attente, ce qui est tout à fait inacceptable voilà, pour un enfant, on dit, et pour ses parents. Je crois que nous sommes aujourd'hui, d'après Rosalia, on est à moins de 6 mois là. On est à moins de 6 mois. Donc nous pouvons prendre sur la région lyonnaise des enfants 10 et leur réaliser un bilan en hospitalisation de jour avec un délai de moins de 6 mois. Donc ici, il suffit de... Voilà, vous avez les coordonnées. 04 72 11 05 03. Madame Suarez-Boucaud va compléter. Merci. Sous réserve que vous nous fournissiez un dossier qui comprend un courrier médical détaillé et un bilan orthophonique récent. Et vos coordonnées pour que la secrétaire puisse vous joindre. S'il n'y a pas de courrier médical ou pas de bilan orthophonique, nous ne serons pas en mesure de vous donner un rendez-vous. Un courrier médical, c'est un médecin, soit scolaire, soit spécialiste, soit généraliste, qui vous fournit un courrier détaillé sur l'état de l'enfant. Ceci afin que nous puissions identifier un adresseur médical et lui répondre. Et ceci afin que ça ne soit pas un professionnel paramédical, avec toute la considération que j'ai pour eux, qui envoie de sa propre initiative un enfant en éducation, parce qu'après, ça brouille les cartes. Je ne sais pas si nos collègues orthophonistes sont d'accord. C'est très important qu'il y ait un référent médical. Ça permet aussi de demander une lettre détaillée des parents pour comprendre l'origine, les raisons, le parcours de l'enfant. Quand les enfants sont suivis en orthophonie en parallèle, on demande effectivement s'il y a un bilan orthophonique. Si les enfants ne sont pas suivis, parce que parfois il y a saturation ou alors fenêtre thérapeutique, on soit, ou alors des très longs bilans. Quand il y a des équipes éducatives avec un GEVASCO par exemple qui a été rempli, c'est intéressant d'avoir une copie du GEVASCO. S'il y a un dossier MDPH qui a été constitué avec une aide humaine ou des adaptations pédagogiques, une aide matérielle adaptée, c'est intéressant aussi de nous en parler. Donc c'est très intéressant d'avoir les éléments et les parents parfois les apportent le jour où ils viennent en hôpital de jour.
Et pour que votre demande soit enregistrée quand vous proposez un rendez-vous, il suffit d'avoir ce que je vous ai dit. Alors, on parle beaucoup de l'enfant dyslexique, mais souvent les enfants 10, ils sont multidys, si j'ai bien compris. Il y a plusieurs. Donc, un enfant qui a de la dysorthographie, dyscalculie, peut suivre. En fait, déjà, les études sont faites aussi sur ces enfants 10, il peut suivre aussi ce genre de. Est-ce qu'il y a un lien ou est-ce qu'on est vraiment que dans l'enfant dyslexique? Parce que. Question sur le diagnostic ou sur l'entraînement? Les deux? Oh, d'accord. Donc, notre unité est spécialisée, mon service à l'éducation des enfants est spécialisé, donc il y a un centre expert de l'audition et de l'étude de l'enfant, et il y a un centre de référence des troubles spécifiques du langage, écrit et oral. Si votre enfant ou l'enfant qui est adressé par n'importe quel confrère est dyspraxique, mais qu'il a une dyslexie, une dysplasie, on va bilanter sous l'angle du langage. Et on orientera ensuite vers des collègues, par exemple l'unité du docteur Sylvie Gonzalez, qui est plus spécifiquement axée sur les troubles praxiques. En ce qui concerne cette mode qui fait furie en ce moment, multidys. C'est certainement un concept à la mode. En tant que médecin et scientifique, je préfère attendre quelques années, avoir un peu plus de recul, avant de mettre un label multidys à n'importe qui, au premier enfant venu. Il faut bien faire attention. Parce que, d'abord, nous sommes tous, même si nous ne sommes pas dyspraxiques, avec des niveaux de compétences variés et hétérogènes dans différents domaines, n'est-ce pas? Donc il n'est pas étonnant qu'un enfant dyslexique, pas plus pas moins qu'un enfant ortholecteur, puisse aussi expérimenter des difficultés ou des facilités dans d'autres aspects du spectre des compétences. Je pense quand même que, et c'est tout à fait intéressant, nos collègues d'Amérique du Nord ont regroupé ces troubles sous un vocable qui s'appelle LLD, Language Learning Disorders, et ce n'est pas un hasard. Le chapeau, le vocable général, c'est langage. Et sous ce vocable, il y a des sous-catégories aussi diverses que la dyslexie, la dysplasie ou d'autres trucs. D'accord? Et moi je pense, depuis, et j'en suis de plus en plus convaincu depuis quelques années, qu'il y a un continuum dans ces différentes variantes et dans ces différents phénotypes pédiatriques, avec des troubles plus ou moins marqués dans une composante ou dans une autre. Mais multidys, ça voudrait dire que l'enfant serait inapte à 4, 5, 6 compétences différentes. Je ne sais pas ce que... Ça me paraît ça me questionne. Quoi. Je ne sais pas ce que Rosa vous en pensez. Mais... Voilà. Donc on peut avoir une dyslexie, on peut avoir d'autres troubles, par exemple des troubles visuels qui vont faire que la dyslexie est plutôt visuelle. Et c'est pas pour autant qu'on va parler de multidys. Donc il y a une composante certainement, il y a des choses qui sont différentes par rapport à des enfants qui n'ont pas de dyslexie, c'est-à-dire il a des problèmes de lecture, mais il peut avoir des problèmes par exemple d'arithmétique, de calcul, de logicomètre. Mais on ne va pas parler de dyscalculie parce que c'est secondaire à cette difficulté de dyslexie. Dans chaque profil, dysplasie ou dyslexie, ils ont d'autres fragilités. Mais ce n'est pas parce qu'il y a une fragilité qu'on va dire des dyspraxies, des multidys. Par exemple, on peut trouver un dysplasie qui a du mal à apprendre lors d'une tâche qu'on appelle la tâche de la mémoire de travail. Et c'est pas pour autant qui est relié également à l'attention, mais pas pour autant, on ne va pas dire que c'est un trouble attentionnel. Il est secondaire à une atteinte. Voilà, donc on ne peut pas parler en termes de. On ne peut pas donner la dimension de multidys à une fragilité qui va provoquer d'autres fragilités secondaires. C'est un tableau complexe avec une composante inefficiente ou déficitaire avec quelques fragilités. Ce n'est pas ces fragilités qui vont faire dire multidys.
fait, moi, c'est juste un complément pour faire le lien, justement, parce que moi, je suis plutôt du côté des familles, en disant souvent, les parents, la plupart, ils essaient tous les portes possibles et imaginables, parce que mon enfant, quelle que soit la maladie, hein, c'est ce que tu as spécifié au disque, on transfère des solutions, on n'entend pas toutes les portes, et le problème, des fois, parce que pour l'enfant, c'est celles qui ne sont pas forcément adaptées à la réponse qu'on a besoin. C'est pour ça l'importance, quand on dit documenter pour la MDPH, quand on dit documenter pour avec les professionnels, c'est que quelque part, c'est pour qu'ils puissent dire aussi, ça c'est notre compétence et ça n'est pas. Et pour qu'en fait, vous puissiez plus orienter. Si on arrive comme ça, sans passer par peut-être un généraliste ou un réseau ou des choses comme ça, en fait, le problème, on va se retrouver dans quelqu'un qui va nous dire, mais ça ne répond pas à ma compétence. Voilà. Vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ces dossiers, au diagnostic, hein, pour ceux qui viennent de rentrer les bienvenus, on expliquait un peu le contexte et le fonctionnement de notre structure à l'hôpital pédiatrique, où il y a une unité qui s'appelle dysaudiologie, qui reçoit des enfants dysphasiques, préférentiellement avec des troubles auditifs. Donc Madame Lévy, orthophoniste dans l'équipe, et elle intervient également une fois par mois à la MDPH pour porter des diagnostics, porter des dossiers. Je vais vous en dire un peu plus, c'est-à-dire que... Alors, juste pour revenir à ce que vous disiez sur le parcours du combattant des parents, toute la planète 10, ce sont des diagnostics pluridisciplinaires. Et donc parfois, avoir juste l'abord orthophonique ne suffit pas, il faut en plus avoir des tests auditifs, un bilan neuropsychologique, un test cognitif, de la mémoire, de l'attention, etc. Donc c'est vrai que c'est extrêmement difficile quand on est livré à soi-même en libéral, sauf que là, il y a quand même un 4 centres de référence à Lyon. Là, nous sommes tous sous le même toit, puisque nous sommes tous à la HFME. En ce qui concerne notre unité, on a gagné énormément en réduction du temps, le délai est nettement plus court que ce qu'on avait avant. La semaine dernière, nous avons traité un dossier qui a été déposé cet été, l'enfant de la semaine dernière. Donc, quand les dossiers arrivent, même sans diagnostic, mais qu'il y a quand même quelques éléments, même si effectivement on vous a dit je ne suis pas sûre, on a des bilans orthophoniques sans diagnostic. C'est-à-dire que les orthophonistes hésitent effectivement sur le pluri-trouble. Est-ce que c'est davantage une dyslexie, plutôt une dysphasie, plutôt une dysorthographie? Et c'est notre rôle. Nous sommes considérés comme un centre expert. Alors, en ce qui concerne la MDPH, c'est vrai que les bilans qui arrivent de l'hôpital, je dirais, passent sans problème, parce que ce sont des centres experts. La difficulté sur les équipes que nous avons à la MDPH, c'est que nous sommes à nouveau une équipe pluri et que chacun plaide un peu pour sa crèmerie. Donc c'est vrai que la neuropsychologue va plus s'appuyer sur un trouble des fonctions exécutives, et puis nous on va plus s'appuyer sur les troubles du langage. Mais je peux vous garantir qu'il y a une rigueur qui est présente tant à la MDPH que nous. À la MDPH, ce sont des équipes pluridisciplinaires. Notre diagnostic à l'hôpital se fait en équipe. On ne pose pas, moi je ne pose pas un diagnostic de dyslexie ou de dysphasie sans avoir eu l'abord de ma collègue neuropsy, les tests auditifs du professeur Taïwan et de Madame Veillet. Enfin voilà, c'est quelque chose de global et c'est vrai que c'est obligatoirement un diagnostic pluridisciplinaire. Alors c'est long à faire, mais sachez qu'un bon diagnostic, c'est une bonne rééducation aussi derrière. Donc on n'est pas juste là pour poser une étiquette et dire il est il est multi-10, il est telle ou telle chose. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on en fait avec cette étiquette. Voilà, et comment est-ce qu'on peut aider l'enfant, comment est-ce qu'on peut l'aider à gagner en confiance, en estime de lui, etc. J'ajouterais que dans l'unité dysaudiologie, donc avec femme-mère-enfant, j'ai tenu à ce que tous les bilans soient refaits. En effet, lorsque les délais étaient beaucoup plus importants, lorsqu'il y avait des délais de rendez-vous de 9 mois ou 1 an, les familles pouvaient arriver avec un bilan orthophonique, si là on est au mois d'octobre 2015, datant du mois d'avril 2014. Ça ne veut rien dire, hein, évidemment. Si on veut évaluer un enfant à l'instant T, il faut refaire des évaluations ce jour-là. Et dans l'unité dysaudiologie à la HFME, 04 71 11 05
0,3, nous refaisons tous les bilans et nous discutons. Et si nous avons un doute au niveau perceptif, nous demandons soit à Mme Géry, soit à Mme Lévy de refaire un test orthophonique. C'est la même chose pour elle, et avec nos deux neuropsychologues, donc une étant congé maternité, Isabelle Conjaré, mais elle va bientôt revenir, c'est la même chose. Je pense que c'est important également aujourd'hui, on a voulu donc donner juste une fenêtre, un aperçu qu'on pouvait faire en méthode d'entraînement. Ces méthodes d'entraînement peuvent être faites, initiées en présentiel dans le service, mais il est bien évident que l'intérêt c'est de pouvoir ensuite, pour les familles, c'est les approprier. Il y a uniquement 17 000 orthophonistes sur le territoire national. C'est très insuffisant pour assurer la prise en charge de tous les enfants 10. Il est important que l'entraînement puisse continuer à la maison. Et un relais également dans les écoles. Est-ce que Sophie, tu veux ajouter quelque chose pour l'école La Fourmi? J'ai double casquette, effectivement, puisque je suis orthophoniste depuis longtemps à la HFME. Et je dirige l'école La Fourmi, qui est une école privée, qui accueille des enfants qui ont des troubles d'apprentissage spécifiques. Voilà. On leur apporte une pédagogie adaptée et tout en s'accordant, enfin tout en suivant les programmes académiques, pour les remettre dans le circuit normal au maximum au collège. Voilà. Il n'y a pas d'école à proprement parler, enfin isolée, pour les troubles 10. Il y a des classes de collège qui accueillent des enfants 10 avec des aménagements adaptés. Il y a des ULIS. Il n'y a pas d'école dans le domaine public, il n'y a pas d'école de 10. Mais il y a des solutions dans le collège. La parole à Madame Blache ici, qui rapidement, qui intervient dans le cadre de notre centre de référence à la HFM. Oui, bonjour, merci. Non, il n'y a effectivement pas au niveau du second degré, à ma connaissance, d'établissements qui sont dédiés à la prise en charge des LEV-10. Mais effectivement, aussi bien dans l'enseignement privé que dans l'enseignement public, on va trouver des unités localisées d'inclusion scolaire qui vont pouvoir répondre aux élèves qui présentent un trouble spécifique du langage et des apprentissages. Et puis après, ça va se décliner dans le cadre soit de projets d'aménagement particulier, soit de projets personnalisés de scolarisation mis en place après saisine de la MDPH. Mais vous n'allez pas avoir d'établissement dédié. Wow.